Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très heureux là, de modérer cette table ronde dans le cadre des entretiens de la FSE. Et donc, je le fais en tant qu'avec ma casquette de vice-président de l'Association française de sciences économiques. Et donc, de modérer cette table ronde qui a pour thème la mesure et la perception de l'inflation. Donc, je présenterai les quatre participants à cette table ronde qui sont avec moi. Donc, bien sûr, cette table ronde en ligne. Et donc, j'espère que toutes et tous, vous pouvez nous entendre et nous voir. Alors, c'est un sujet, la mesure et la perception de l'inflation, qui n'est pas nouveau, mais qui, dans le contexte actuel du confinement que l'on a connu au printemps et aujourd'hui encore, a pris aussi des aspects nouveaux, puisqu'on voit bien que il y a certains biens, par exemple, qui avaient au cours du printemps dernier, les prix de l'essence avaient fortement baissé, mais finalement, on n'avait pas à utiliser sa voiture, alors qu'en même temps, le principal bien qu'on pouvait consommer, c'est surtout l'alimentation. Et là, il y avait plutôt des hausses de prix et donc une difficulté à interpréter, par exemple, les indices des prix publiés par l'INSEE qui prenaient en compte à la fois les prix de l'énergie, bien sûr, d'une part, et puis les prix de l'alimentation, d'autre part, et puis bien sûr, l'ensemble des biens, qu'on puisse les consommer ou non. Et je crois que ce phénomène-là, ça illustre un débat ancien sur finalement la différence entre ce que les experts finalement ou les statisticiens cherchent à mesurer en matière d'inflation et puis la perception que les ménages peuvent en avoir. Et je dirais qu'il y a on voit bien qu'il y a un peu un double décalage souvent. Il y a d'abord un décalage entre les experts qui pensent et les statisticiens que l'indice des prix à la consommation, si jamais il y a un biais, c'est plutôt à surestimer l'inflation. Il y a pas mal de travaux qui ont été faits, d'ailleurs ce n'est pas spécifique à la France, mais dans tous les pays où souvent on a tendance à penser que peut-être l'indice des prix surestime l'inflation d'environ un quart de point. Aux États-Unis, il y a eu il y a très longtemps une commission aussi qui avait estimé ce biais à un demi-point. Mais dans l'autre sens, eux, quand on interroge les ménages, eux, ont tendance à penser que l'inflation est sous-estimée. Et en plus, il y a des différences selon les catégories de ménages. Et on voit que les ménages aussi sont plus sensibles au prix des biens qu'ils ont tendance à acheter fréquemment ou pour lesquels les prix sont les plus visibles. Mais il y a une double déconnexion aussi que l'on voit. Et là, si je prends ma casquette cette fois-ci de banquier central, où on regarde de près les anticipations d'inflation, on voit aussi qu'il y a des fortes divergences dans les anticipations d'inflation entre, d'un côté, vous savez qu'il y a pas mal d'instruments sur les marchés financiers qui permettent d'évaluer les anticipations d'inflation, parce que là, les gens mettent de l'argent d'ailleurs pour s'assurer contre le risque d'inflation, et d'autres, au contraire, qui vendent de la protection d'inflation. Et aujourd'hui, les marchés anticipent une inflation à 5-10 ans qui serait plutôt d'un peu plus de 1%, mais donc loin de la cible de proche de 2% de la Banque centrale européenne. Les prévisionnistes, quand on les interroge, ils sont plutôt aux alentours, pour l'inflation à long terme, aux alentours de 1,7, 1,8. Donc, vous voyez, assez sensiblement au-dessus des marchés, même si leurs anticipations d'inflation ont eu tendance à baisser. Et quand on interroge ou quand on cherche à voir quelles sont les anticipations des ménages, elles sont beaucoup plus élevées. En zone euro, il y a pas loin d'un quart des ménages qui pensent même que l'inflation serait plutôt de l'ordre de 9% ou plus. Donc, vous voyez qu'il y a des gros décalages de perception entre les différents acteurs. Alors, pour traiter de ces questions, j'ai avec moi quatre experts et qui vont nous donner un peu un point de vue différent selon leur position. Alors, la règle du jeu au cours de cette discussion, on commencera par une courte présentation par chacun des intervenants qui aura environ une dizaine de minutes. On réagira peut-être à chaud dessus. Et puis après, vous pouvez commencer à le faire dès maintenant via le système, via des SMS, à poser des questions là que l'on va collecter et donc que je poserai aux intervenants. Alors pour discuter de tous ces sujets, donc dans l'ordre des interventions, donc il y aura d'abord Jean-Luc Tavernier, donc directeur général de l'INSEE, bien sûr, qui lui va nous donner le point de vue du producteur de l'indice des prix à la consommation, puisque c'est l'INSEE qui chaque mois collecte les données sur les prix et puis publie
le fameux indice des prix à la consommation. Ensuite, Florence Janicatrice, donc, qui est professeure à l'Université de Lille et qui actuellement est un détachement à Princeton, nous donnera un peu une perspective, y compris longue, sur les débats anciens et nouveaux autour de la mesure de l'inflation. Puis Raphaël Bertolon, donc secrétaire à l'économie à la Confédération générale des cadres, partagera le point de vue des utilisateurs de l'indice des prix à la consommation, le point de vue notamment des salariés, puisque l'indice des prix à la consommation, c'est notamment, ça sert à pas mal d'indexations pour les minima sociaux, pour le salaire minimum. Ça sert aussi, par exemple, pour certaines indexations type loyer, et donc globalement pour la question du pouvoir d'achat, et donc aussi de la perception des ménages de leur pouvoir d'achat. Et puis enfin, Emmanuel Combe, professeur d'université et vice-président de l'autorité de la concurrence, lui nous donnera un point de vue sur les prix liés notamment au développement du digital, de la vente en ligne, et notamment la question de savoir si avec les prix personnalisés, puisque maintenant on peut faire quasiment ce qu'on pourrait appeler des prix à la tête du client, qu'est-ce que ça peut changer aussi dans la mesure et dans la perception de l'inflation. Donc tout de suite maintenant, je donne la parole à Jean-Luc Tavernier. Merci Olivier, bonjour à tous. Donc je vais vous raconter un petit peu où on en est de l'indice des prix aujourd'hui en France. Ça a beaucoup bougé depuis l'indice de 1913, puisque pour la première fois, l'ancêtre de l'INSEE de l'époque a publié un indice des prix, je crois, en 1914. Il devait y avoir des poussées inflationnistes concomitantes à l'entrée en guerre. Il y a eu des améliorations au fil du temps dans plusieurs dimensions. D'abord dans la couverture géographique. Au début, on ne couvrait que l'agglomération parisienne. Maintenant, on couvre une centaine d'agglomérations en métropole et aussi dans les DOM. Une couverture sur les ménages pris en compte. On est passé des seuls ouvriers urbains à l'ensemble des ménages avec des indices par catégorie qui répondaient à une certaine demande, et même une individualisation, une customisation possible par simulateur. On y reviendra peut-être dans la discussion, mais on peut, je ne sais pas si c'est un intérêt gigantesque, mais on a, parce qu'il y avait de la demande pour ça, on a sur le site INSEE.fr la possibilité d'entrer son panier de produits de consommation personnelle pour regarder quelle est l'inflation à laquelle on est soi-même confronté. Troisième type d'amélioration, la couverture par produit. On est passé de 34 articles à plus de 1600 variétés de produits aujourd'hui, avec une mise à jour chaque année pour faire un indice chaîné qui essaye d'épouser l'évolution de la consommation. Dès qu'un bien représente 1 pour 1000 de la consommation, au moins 1 pour 1000, il doit rentrer dans l'indice. Alors, ça conduit évidemment à une collecte qui est maintenant énorme. Il y a 160 000 relevés en magasin chaque mois. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'on exploite aussi des données dématérialisées. On exploite depuis cette année, c'est un projet qui a duré 10 ans, mais depuis cette année, on produit 11% de l'indice avec ça. Les données de caisse, qu'on appelle les données de caisse de la grande distribution, ça signifie que chaque jour, on reçoit pour chaque produit doté d'un code barre les transactions par point de vente des enseignes de la grande distribution, les transactions du jour en valeur et en volume. On s'est adapté à l'individualisation des tarifs dont parlera Emmanuel. Donc, pour les services très différenciés comme les services de télécommunication, avec la complexité des forfaits, on suit la dépense minimale payée par un consommateur qui souhaite un certain usage. Et puis, on s'est adapté aussi au yield management, par une collecte de prix sur Internet assistée par robot. Pour mémoire, on a aussi 160 000, c'est le même nombre, 160 000 prix par mois pour les billets d'avion, 350 000 pour les billets de train, pour tenir compte du fait que les prix changent à chaque instant. Tout ça s'est fait avec une amélioration des délais de diffusion. On publie un flash, une estimation flash du mois, le dernier jour du mois ou l'avant-dernier jour, et un indice définitif 15 jours plus tard. Donc, je pense qu'on peut difficilement faire mieux. La contestation est aussi vieille que l'indice lui-même. Alors, j'imagine que d'autres en parleront, mais pour mémoire, pour citer que quelques exemples, la CGT a produit, notamment dans les années 70, son propre indice sur un panier qui se voulait plus représentatif des ménages modestes.
il faut dire que c'était la grande époque de l'indexation des salaires sur les prix. Il en reste quelque chose, hein, puisque la législation a voulu que le SMIC soit indexé sur les prix ressentis, enfin mesurés en fonction de la panier de consommation du premier quintile, des 20% des ménages les plus modestes. On a eu aussi des contestations qui relevaient du ressenti des gens et aussi un peu de l'exploitation politique au moment du passage à l'euro et encore plusieurs années ensuite. Et puis, il me semble que de façon récurrente, on a un marronnier qui est l'incompréhension sur la correction des effets qualité et sur la non prise en compte dans l'indice des prix à la consommation des achats de logements. Alors, dans le temps qui me reste, je vais peut-être dire un mot de ces questions de correction de l'effet qualité, qui passent principalement par la prise en compte de l'innovation qui vient des produits nouveaux ou des nouvelles générations de produits, des changements de gamme de produits. Comment fait-on? Il faut bien comprendre ça parce que je crois que c'est vraiment une source de malentendus. Un produit entièrement nouveau, il n'y a pas de sujet. À un moment donné, il entre dans le panier. Les caméscopes sont à un moment donné entrés dans le panier. Ils en sont sortis ensuite parce que les tablettes, les lecteurs DVD, à un moment donné, sont entrés dans le panier. Pour les nouvelles générations de produits, alors pensez aux ordinateurs, aux smartphones qui s'améliorent constamment. Comment fait-on? Si le nouveau modèle cohabite avec un ancien modèle, ce qui est en général le cas, la différence de prix entre les deux est considérée comme un accroissement en volume et ne contribue pas à la hausse des prix. Et si l'ancien modèle voit son prix stable ou baisser quand le nouveau modèle a un prix plus élevé, on dira nous que l'inflation est stable ou qu'elle a baissé et que le nouveau modèle simplement a des spécifications, remplit un cahier des charges qui donnent plus d'usage aux consommateurs. Évidemment, c'est une source importante de malentendus, de différence entre l'inflation observée et l'inflation ressentie. Il n'y a pas de doute qu'on a raison de faire ainsi, ce sont les conventions internationales, et ne le ferait-on pas qu'on n'aurait pas de croissance. La croissance, vient bien par l'amélioration des produits. Mais évidemment, pour les gens, pour mes gamins et pour nous tous, on aspire à avoir le dernier smartphone, ou en tout cas de monter en gamme au fur et à mesure que la gamme des smartphones et des ordinateurs s'améliore. Et donc, l'inflation n'est pas une mesure du coût de la vie tel qu'on aspire à l'avoir. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Alors, on a aussi une autre méthode qui est la méthode des prix hédoniques, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, qu'on met en œuvre notamment sur des biens durables ou sur les ordinateurs, où on a une relation entre les prix et les caractéristiques des produits, pour l'ordinateur, la mémoire, la rapidité, etc., pour mesurer l'évolution des prix en contrôlant des potentialités des produits, encore une fois, pour bien distinguer l'effet volume de l'effet prix pur de l'inflation. Alors, tu l'as dit, Olivier, la plupart des travaux académiques, sinon tous, ne remettent pas en cause ce principe et cette manière de faire, mais lorsqu'ils s'intéressent un peu à la manière dont les différents instituts statistiques prennent en compte les produits nouveaux, ces travaux académiques tentent à montrer qu'on ne corrige pas assez les effets qualité, qu'on surestime l'inflation et qu'on sous-estime la croissance. Tu parlais de la commission aux États-Unis, la commission Boskin, et puis il y a eu des travaux que vous connaissez bien à la banque de Philippe Aghion récemment. Tous vont un peu dans le même sens. Je ne crois pas que ce biais se soit accru au fil du temps et donc qu'il soit responsable d'une dérive dans la mesure de l'inflation ou dans la mesure de la croissance. Mais enfin, il existe très certainement parce que c'est difficile, on ne corrige pas assez des effets qualité, on ne prend pas assez en compte les innovations venant de ce renouvellement des produits ou des gammes. Et puis peut-être le dernier point sur lequel je voudrais dire un mot, et peut-être on y reviendra dans la discussion, ce serait étonnant qu'on n'y revienne pas dans la discussion, c'est le marronnier de la prise en compte du logement. Dans l'indice des prix à la consommation dont on parle, ça serait un peu différent dans le déflateur de la comptabilité nationale, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Dans l'indice des prix à la consommation dont on parle et qui est utilisé aux fins d'indexation, ne sont pris en compte que les loyers des locataires effectifs, qui sont une minorité des Français. La majorité des Français est propriétaire. Donc, compte tenu du poids des loyers pour les locataires et du fait qu'ils sont minoritaires, les loyers en tout, c'est 6% seulement de l'indice des prix. Donc, il y a
une opinion publique générale qui pense que c'est peu. Alors, ça correspond effectivement au poids des loyers pour les seuls locataires. Quand on regarde toutes les dépenses attachées au logement, quand on ajoute le chauffage, l'électricité, les charges, etc., on arrive à 14% de l'indice des prix. Hein, donc ça, et là, tout le monde est concerné, propriétaires et locataires. Et puis, les travaux qu'on a fait, on a fait des publications récentes, montrent que prendre en compte les loyers fictifs des propriétaires, les loyers que les propriétaires pourraient se payer à eux-mêmes, donc en gros, prendre comme pondération des loyers dans l'indice, non pas proportionner au seul poids des locataires, mais en prenant tous les Français propriétaires et locataires, ne changerait pas grand-chose à l'inflation globale en France. Non plus d'ailleurs sur la longue période que de prendre en compte les achats de logements qui posent un problème de principe parce qu'ils ne sont pas de la consommation, mais de l'investissement, de la formation brute de capital fixe des ménages. Donc, ça serait un peu contre nature de prendre des achats de logements dans un indice des prix à la consommation. Voilà ce que je voulais dire pour introduire et pour dire un peu où on en était et du point de vue de l'Institut statistique, ce qu'on mesure et la conscience qu'on a des problèmes qu'il peut y avoir entre le ressenti et ce qu'on mesure. Voilà, je vous remercie. Peut-être une question avant de donner la parole à Florence Janicatrice, une question là, à nouveau directeur général de l'INSEE. La question que pas mal de gens se posent aujourd'hui, c'est avec le confinement, il y a pas mal de commerces qui sont fermés. Donc, comment est-ce que vous faites en pratique pour relever, si vous voulez, relever le prix des chaussures, comment vous faites? Et puis, deuxièmement, il y a un peu en corollaire, qui était le point que j'évoquais en introduction. Actuellement, la structure de consommation des ménages n'est pas du tout la même que dans les mois normaux, puisque les ménages ne peuvent pas voyager, ne peuvent pas acheter des vêtements, enfin, sauf en ligne, alors que donc, le poids, par exemple, de l'alimentaire est plus important. Donc, est-ce que vous prenez ça en compte? Et donc, si vous ne le prenez pas en compte, quels sont les biais que ça peut induire? Est-ce que tu peux un peu revenir Oui. sur ces points-là? Alors, on a expliqué ça mais en long et en large dans les publications qu'on a fait depuis avril, depuis qu'on publie fin mars, même non, depuis avril, depuis qu'on publie l'indice du mois d'avril. Évidemment, au cœur du confinement, déconfinement, du premier comme du deuxième, j'ai décidé de ne pas envoyer les enquêteurs de l'INSEE dans les magasins. Et puis, au moment du déconfinement, on les renvoie, hein, d'abord sur la base du volontariat, en expérimentant, en vérifiant que les précautions sanitaires sont respectées. Et puis ensuite, de manière plus générale, donc on a eu comme ça différentes phases, bien sûr, comme tout le monde, au fur et à mesure de l'évolution de la pandémie et des mesures de confinement et de déconfinement. Donc, pour remplacer les prix manquants pour les magasins qu'on ne visite plus, on a eu différentes méthodes. Pour les magasins qui étaient encore ouverts, on les joint par téléphone. Et quand les magasins ne sont pas ouverts, mais qu'on peut avoir des prix sur Internet ou ça existe aussi des drives possibles, la possibilité d'acheter par drive, on a utilisé ces prix-là qui donnaient de l'information et en essayant bien sûr de capter d'éventuels biais, d'éventuelles tendances. Donc voilà comment on a fait, ce qui nous a permis d'être au rendez-vous habituel des publications de prix tous les mois, selon le calendrier que j'ai donné en introduction. Évidemment, ce ne sont que des chocs transitoires pendant le confinement et pendant les périodes de fermeture de ces magasins. Ça ne change pas le niveau des prix dès qu'on revient en régime de croisière. Tout comme d'ailleurs ce que tu dis, c'est-à-dire que le panier de consommation, il est différent pendant les périodes de confinement qu'en temps normal. Nous, dans l'indice des prix qu'on publie, c'est un indice des prix dont les pondérations sont établies pour toute l'année sur le panier de consommation de l'année précédente et donc ne change pas au fil des mois. On n'a pas une pondération qui va changer en fonction de la consommation effective chaque mois. Mais on s'est essayé à des chiffrages de ce qu'aurait fait la prise en compte de l'évolution de la structure de la consommation. Le fait, comme tu disais, qu'au moment du confinement, on utilisait moins, on dépensait moins en carburant dont le prix avait baissé et plus en fruits et légumes, en produits frais dont les prix avaient augmenté.
Et en gros, au maximum, c'était quelques dixièmes, un peu moins d'1% d'écart au plus gros du confinement, c'est-à-dire que les produits effectivement achetés évoluaient 1% plus vite en glissement annuel que l'inflation qu'on mesurait. Mais encore une fois, c'est quelque chose qui n'existe que le temps du confinement et qui ne présente pas de tendance de divergence sur le niveau de l'indice des prix tel qu'on le mesurera dès qu'on sera revenu dans des situations normales. Merci Jean-Luc. Donc on reviendra peut-être sur toutes ces questions là pendant la deuxième partie de notre débat. D'ailleurs, je vous rappelle, il y a déjà un certain nombre de questions là qui sont posées, mais donc je vous invite tous à poser vos questions. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Florence Janicatrice, qui est d'ailleurs l'auteur, si vous voulez tout savoir sur l'indice des prix à la consommation, qui est l'auteur d'un petit livre sur l'indice des prix à la consommation. Et peut-être si Florence peut nous donner une perspective, puisque les débats autour de l'indice des prix, tout à l'heure on a dit l'indice des prix il a été créé en 1913, depuis le début il y a quasiment des débats, donc peut-être revenir sur ce qu'il y a ce qui ne change pas et peut-être ce qui change dans les débats autour de l'indice des prix. Oui, merci beaucoup Olivier Garnier de m'avoir proposé d'intervenir dans cette table ronde. Bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, je vais essayer dans cette proposition un peu historique qui a été un peu la commande que vous m'avez fait, essayer de remettre en perspective la question de la table ronde, puisque la question de la table ronde, c'est celle du lien entre perception et indice, disons, officiel, mais en essayant de ne pas la réduire à une explication des écarts entre justement cette perception et l'indice officiel, parce que l'indice des prix à la consommation, comme tout indice, c'est un construit social, il est enchâssé dans une macroéconomie, celle de son époque, il est enchâssé dans un régime des idées, celui de son époque, il est enchâssé dans des institutions, dans des pratiques qui sont routinisées, Jean-Luc Tavernier nous en a précisé certaines, dans des rapports de force aussi, et l'histoire vraiment montre à quel point justement l'indice des prix il a pu jouer à la fois comme outil de répartition, comme outil de réduction des déficits publics, je vais y revenir, et puis comme une manière de se représenter ce qui compte, qui est un petit peu le fil rouge de toutes mes réflexions sur les grands indicateurs macroéconomiques. Alors, bon, la période de l'après-deuxième guerre mondiale, je vais pas aller trop loin, elle est souvent analysée, notamment dans la littérature américaine de sociaux de la quantification, comme une ère, disons, stato-positiviste, c'est-à-dire qui aligne à la fois le positivisme et la statistique. Et l'une des raisons d'un tel positivisme, elle tient, à mon avis, à une division du travail entre les disciplines des sciences sociales. D'un côté, les économistes ont organisé une double division du travail. Les macroéconomistes, ils prennent les données comme une donnée, ça c'est la grande phrase d'Alain Desrosières, pour nourrir leur modélisation, pour nourrir leur prospective. Monsieur Garnier en a parlé, oubliant peut-être parfois, par confiance, par commodité, par efficience aussi, justement des décennies de controverses autour des chiffres qu'ils utilisent pourtant abondamment. Et ils oublient aussi, mais encore une fois, c'est pour des raisons aussi d'efficience, à quel point l'histoire des prix et de l'indice, c'est le fruit vraiment de compromis sociopolitiques qui se cristallisent progressivement dans des manuels, dans une science dominante et dans des réflexes aussi professionnels et dans des routines. Et on pourrait aussi identifier une deuxième division du travail, là je le porte à la discussion, entre les microéconomistes, notamment en microéconomie de la consommation, qui font aussi des progrès de leur côté, dans leur raisonnement. Ils sont aussi équipés de leur axiomatique, qui met assez haut à leur agenda la rationalité du comportement des consommateurs, et qui sont évidemment une grande source d'inspiration pour les producteurs de chiffres de l'indice des prix aujourd'hui. D'ailleurs, les deux métiers, statisticien de l'indice et microéconomiste du consommateur, sont peut-être devenus les deux faces d'une même réalité professionnelle ou d'une même identité professionnelle. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors bien sûr, il n'y a pas du tout de déni face aux difficultés de la statistique. Je pense que Jean-Luc Tavernier l'a absolument bien marqué. Mais des difficultés qui peuvent bien sûr être liées aux grandes transformations des réalités. On parlera sans doute de la singularité des produits, de cette concurrence par la qualité ou par l'innovation, de l'hyper-individualisation aussi des pratiques de prix, mais qui tiennent plutôt à l'idée que les problèmes, enfin il y a cette idée que les problèmes ils peuvent peut-être se produire et que les problèmes qui se produisent, ils peuvent se corriger un peu d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que dit l'histoire ? Eh bien, quand en 1913, l'inflation commence vraiment à être envisagée comme un problème public et social, il y a un premier IPC, indice des prix, qui est construit. C'est un panier de 13 biens qui est représentatif des biens de la consommation courante d'un ouvrier
d'une famille de 4 personnes, et il est lui-même déjà l'héritage de travaux du 19e siècle qui permettent de rappeler la fonction duale des indicateurs. C'est à la fois des outils de connaissance, voilà, on s'intéressait aux pratiques microéconomiques des ménages, et un outil de gouvernement, puisque l'État se préparait déjà à devenir efficient, voulant combattre la pauvreté, la malnutrition. Et donc, je pense que l'indice des prix, c'est déjà un objet hétérogène qui est fondé sur une rationalité pragmatique. Jean-Luc Tavernier l'a déjà dit. Paris est choisi parce que voilà, le territoire était plus accessible à l'époque. Les 13 biens qui composaient le panier et le ciblage sur une famille ouvrière, eh bien, sont l'héritage du travail de Leplay et puis de Maurice Halbwachs. Alors aujourd'hui, en 2020, on pourrait dire 2017, qui est le moment de la dernière réforme de l'indice. La cible de l'indice des prix, ça devient le consommateur moyen. Alors évidemment, ça a transformé en un siècle le travailleur en individu universel et consommateur. Et cette idée d'homme universel, elle reste à mon avis soutenable tant que l'hétérogénéité des profils n'est pas trop forte. On y reviendra sans doute dans cette explication entre perception et indice officiel. Et l'indice est toujours présenté comme ayant un format de l'Asper, comme à ses débuts, c'est-à-dire une moyenne arithmétique, pour celles et ceux qui ne sont pas des grands connaisseurs de cette question, qui retient les coefficients budgétaires de l'année de base. Mais évidemment, ce qui caractérise aujourd'hui cet indice, qui est sans doute le plus spectaculaire, ce sont les innombrables exceptions dont cet indice fait l'objet. D'ailleurs, j'ai une question à poser aux grands utilisateurs des prix. Je me demande parfois si les prix relatifs continuent à avoir une véritable efficience ou effectivité lorsqu'on a des modalités de collecte des prix qui sont aussi différentes. En tout cas, il y a des exceptions innombrables qui, de mon point de vue, font entrer l'indice des prix, y compris en France, dans la famille des indices utilitaristes du coût de la vie, même si pour des raisons historiques, la France s'est toujours mise à distance d'un indice du coût de la vie. Après tout, aux États-Unis, ça s'appelle un indice du coût de la vie, c'est COLI, Cost of Living Index, sans aucun complexe là-dessus. Alors, quelles sont les exceptions? Certains ont été dit. L'indice est maintenant chaîné, déjà depuis les années 70. Ce sont des moyennes géométriques qui sont retenues pour le calcul des micro-indices. Pourquoi faire? Pour tenir compte précisément des effets de substitution que l'on s'attend d'un consommateur rationnel lorsqu'il est en face de deux produits similaires et qu'il préférait systématiquement le moins cher. Et des profils de consommateurs sont retenus pour certaines catégories de biens, celles des mobiles, et dont la modalité pratique de mise en œuvre relève exactement, celle qu'a donnée Jean-Luc Tavernier, relève exactement de la définition aujourd'hui admise d'un indice utilitariste du coût de la vie selon l'utilité dite ordinale. Alors, le siècle qui sépare ces deux indices, 1913 et 2017, il est vraiment rempli de controverses, vous l'avez dit déjà tous les deux. Dans les années 50, différents gouvernements avaient déjà compris l'intérêt de la politique du chiffre. C'est un peu anachronique de dire ça, mais c'était déjà ça, puisqu'il intervenait directement dans le blocage du panier des prix du panier pour ralentir pas tant l'inflation, mais donc le chiffre de l'inflation. Et ça conduit l'INSEE à faire preuve d'une très grande discrétion dans l'élaboration de ces chiffres pour de très bonnes raisons, pour gagner son indépendance, qu'elle n'a pas organiquement, d'ailleurs, contrairement à d'autres pays européens et d'autres instituts de la statistique. Dans les années 70, la CGT, elle va construire son propre indice. Là aussi, ça a été déjà dit, à un moment où les échelles mobiles de salaire sont très répandues et où finalement, quand on a une automaticité de l'indexation, finalement, peut-être jouer sur le chiffre devient quelque chose d'aussi important que de jouer sur les salaires. Et la CGT, dans son indice, décide par exemple d'accorder une place beaucoup plus importante au poids des dépenses de logement dans le budget, pour des raisons que Jean-Luc Tavernier a évoquées tout à l'heure déjà. Et elle refuse, il faut quand même le noter, elle refuse de tenir compte des variations de qualité qui pourtant avaient commencé à être intégrées dans l'indice des prix de l'époque, parce que quand elles sont considérées comme une amélioration, alors amélioration pour qui, pourquoi et qui décide, c'est une vraie question qu'on pourrait continuer de se poser quand même, peuvent être vues comme une décote sur l'indice des prix et donc décote dans les indexations lorsqu'il y en a. Cet épisode de la CGT mettait en avant un indice alternatif de 4 à 6 points au-dessus de celui de l'INSEE. Mais enfin, on était à une période de forte inflation, donc disons un tiers de l'évolution de l'inflation de l'époque, qui permettait donc des négociations de salaires avantageuses dans des secteurs où la CGT était puissante, notamment dans la métallurgie.
Et la fin de l'indice de la CGT coïncide avec un très grand basculement de politique économique, de macroéconomie dans son ensemble, puisque les politiques monétaires, le tournant de 83 a mis l'inflation au pas dès 85-86, et met aussi sur le devant de la scène, du coup, une nouvelle question, celle de la dette publique. Quand on n'a plus d'inflation, bien voilà, on rend visible cette dette publique qui devient une question sociale, et renvoie aussi les syndicats à de nouvelles questions sociales, à l'instar du chômage de masse, des conditions de travail, ou bien encore de la défense des services publics. Et donc, ils ont mis de côté cette contestation par cet indice. Ils étaient aussi certainement moins puissants. Bref, je n'ai pas le temps. Je voudrais décrire un autre moment important qui a été trop, à mon avis, trop rapidement évoqué. Je voudrais cette fois revenir aux années 50, lorsque les États-Unis traversent elles aussi une période de très forte inflation. Et les États-Unis répondent un peu différemment de la France et de la CGT à l'époque, puisqu'il y a un rapport du NBER qui est présidé par George Stigler de l'Université de Chicago et qui met en avant un nouvel argument pour expliquer l'inflation. Finalement, c'est les arguments qu'on retrouve chez Aguillon maintenant, 50 ans plus tard. Donc, plutôt que de mettre en avant le rôle délétère des syndicats dans l'inflation ou le rôle des monopoles, c'est la statistique publique qui est interrogée déjà en 1950 dans sa capacité à tenir compte des innovations de biens ou encore de la montée en qualité des biens. Et George Stigler, qui est aussi un très grand spécialiste, c'est pour ça qu'il a été choisi pour présider cette commission du MBER et de ce rapport. Il est grand spécialiste de la théorie microéconomique des prix. Il fait avancer l'idée, pas du tout partagée à l'époque, mais pas du tout, qu'on pourrait mettre en avant un indice des prix à utilité constante plutôt qu'à qualité constante. Et au fond, l'idée progresse qu'il faut élargir le spectre de la consommation, non plus en s'intéressant au coût des biens, mais à l'utilité pour les usagers, c'est-à-dire à leur récipiendaire. Et passer d'un indice du coût d'un panier de biens à un indice de la dépense nécessaire pour maintenir l'utilité, c'est franchement une rupture théorique absolument majeure. On est dans une sorte de rupture paradigmatique et je trouve que de temps en temps, il faudrait le dire sans doute plus haut et fort, mais bon, c'est l'intérêt de ces travaux de pouvoir aussi le rappeler. Et cela dit, ce qui est important, c'est qu'il faut vraiment attendre 1995 pour qu'un rapport constitue un moment d'infléchissement important dans la trajectoire internationale des indices de prix des offices nationaux de la statistique, parce que le rapport Stigler à l'époque n'a pas du tout été mis en place ni par le BLS, le Bureau of Labor Statistics, ni par quiconque aux États-Unis, parce qu'il restait dans la sphère statisticienne américaine de l'époque encore beaucoup d'économistes institutionnalistes qui ne voyaient pas trop l'intérêt d'avoir recours à l'idée de l'utilité du consommateur plutôt que du coût des biens. Alors Alan Greenspan, donc en 1995, président de la Fed, il cherche explicitement à réduire les dépenses publiques, ce qui est un invariant des politiques néolibérales, et il demande à Boskin, de l'université de Stanford, non pas de dire si les indices sont sur- ou sous-estimés, mais il lui demande de quantifier le degré de surestimation de l'inflation. Et en s'alliant avec ces économistes, le gouvernement américain acquiert donc, de ce point de vue, un levier scientifique et politique très important. Le rapport n'était pas du tout, Boskin n'était pas du tout innovant en termes conceptuels, parce qu'en gros, le rapport Stigler, 20 ans auparavant, avait déjà à peu près tout dit. En revanche, Boskin vient quantifier un écart entre l'indice américain officiel et ce qu'il nomme de manière, de mon point de vue, indue, un vrai, il dit a true cost of living index, donc un vrai indice du coût de la vie, en fait un indice du coût de la vie utilitariste. Mais c'est vrai que les données qu'il fournit sont absolument spectaculaires, puisqu'il affirme que l'inflation américaine aurait été surestimée de 1,3% pendant une décennie, soit une sous-estimation de la croissance sur une décade, enfin sur 10 ans, pardon, d'à peu près 14 à 15%. Alors la France, elle reste à l'époque assez étanche à cette discussion. Franchement, c'est assez intéressant de relire l'histoire à cette aune-là, voir l'INSEE se protège pour protéger la crédibilité de son indice et de l'institution. Mais les idées de Boskin se diffusent quand même petit à petit par capillarité, voilà, par régime des idées dominants, et maintenant sont totalement inscrites à l'agenda français, comme cela a été rappelé par Olivier Garnier et par Jean-Luc Tavernier. Et donc, c'est à mon avis dans cette histoire longue qu'on peut mettre en perspective les dissensions actuelles entre perception et indice officiel, avec l'introduction en 2002 de l'euro, la confiance dans la nouvelle monnaie dont on sait que, enfin en tout cas chez les institutionnalistes, qu'elle est un opérateur de l'appartenance sociale, et cette confiance est au moment de son introduction très faible, et dans tous les pays européens est avancée l'idée qu'il y aurait vraiment un écart important
entre l'indice officiel et la perception des ménages. La perception des ménages étant quand même plus rigoureuse lorsqu'on la mesure par les soldes de perception générale que par une mesure un peu fixe autour de est-ce que c'est 15% ou 10% ou 9%. Et sont alors testées à ce moment-là plusieurs hypothèses, celle de l'impact des inégalités structurelles et sociales, alors qui mènera pas très loin, et j'aimerais bien qu'on arrive à en discuter un peu parce qu'on manque de travaux et on manque peut-être d'investissement sur les effets de gamme dans l'indice de prix. Les riches ne consomment pas les mêmes voitures que les pauvres, les ouvriers ne consomment pas le même café que les cadres, etc., etc. Et peut-être qu'il peut y avoir là des effets de gamme qui sont voilà, sous-estimés parce que ça coûte sans doute cher de faire de telles études, mais qui seraient peut-être intéressants pour essayer de comprendre pourquoi les gens ne s'y retrouvent pas. Le temps est plutôt à la mise en avant de facteurs psychologiques pour comprendre pourquoi les individus auraient des perceptions éloignées de l'indice. Et comme vous le savez, a été testé plusieurs hypothèses dans les années 2005, que la perception puisse être altérée par la fréquence d'achat ou par une forte aversion à la perte et donc à l'inflation qui pourrait être plus grande qu'au gain. Et j'ai quasiment fini, est mise à l'agenda la question de la part des dépenses contraintes dans les budgets des ménages, question intéressante qu'avait proposé de mettre à l'agenda de la discussion la ministre de l'économie et des finances de l'époque, Christine Lagarde, et dont il était considéré par hypothèse qu'elle pourrait expliquer des différences entre l'indice officiel et la perception. Et ce n'est pas vraiment le terme de dépenses contraintes qui a été retenu par l'INSEE, mais le terme de dépenses préengagées qui est retenu et qui met quand même en avant une très forte croissance de ces dépenses dans l'ensemble de dépenses des ménages, et ce qui ouvre sans doute un nouvel agenda de recherche sur les inégalités, un peu en parallèle de cette discussion sur l'indice des prix à la consommation. J'aurais pu parler du simulateur qu'a évoqué Jean-Luc Tavernier, mais je vais laisser de côté parce que j'ai assez parlé, mais je termine juste en disant… Voilà, si vous pouvez conclure. Je conclus tout de suite, qu'il n'est pas inintéressant de s'intéresser à une question en miroir de celle de ce qui a été posée à la table ronde. Pourquoi est-ce que le format de l'indice, fruit d'une construction sociale longue et internationale, aujourd'hui, conduit les ménages à ne pas s'y retrouver plutôt que de poser la question sous l'angle de pourquoi les ménages ne s'y retrouvent pas, enfin pourquoi les ménages ont une perception différente de celle de l'indice. Voilà, merci. Alors ça fait beaucoup de questions on pourra revenir sur toutes ces questions là dans la deuxième partie, et notamment si c'est aux producteurs ou aux ménages de s'adapter. Peut-être juste, Jean-Luc, en réaction, alors il y a peut-être le point, puisque dans ce qui a été dit par Florence Janicatrice, par comparaison avec les États-Unis, disant maintenant les États-Unis font un indice du coût de la vie, mais en France et même en zone euro, on n'en fait pas. Alors est-ce que c'est parce qu'on est en retard? Et d'ailleurs, si on en faisait un, qu'est-ce que ça donnerait? Parce que j'ai plutôt en tête qu'aux États-Unis, l'indice, alors celui qu'on appelle, c'est l'indice PCE, qui est un indice de coût de la vie, lui augmente moins que l'indice traditionnel prix à la consommation. Donc, si on faisait un indice coût de la vie au sens américain, il y aurait encore moins d'inflation. Jean-Luc Micro. Je ne connais pas assez l'indice du coût de la vie américain pour te répondre. Mais dans tous les cas, ce qui me paraît important, et dans tous les cas, il y a un écart avec le ressenti, c'est qu'on tient compte quand même de la montée en gamme des produits. Et sans ça, il n'y a pas de croissance. Donc, je pense que c'est un peu, la différence est un peu de second ordre par rapport au grand malentendu qu'il y a entre le fait de dire moi, évidemment que nos prix d'ordinateur et nos prix de smartphones dans les indices de prix de tous les instituts statistiques sont en constante baisse, alors que les ménages veulent toujours aspirent à avoir la dernière gamme, enfin le produit le plus haut en gamme, et considèrent que c'est le standard de consommation. Ça me paraît être une partie importante de l'écart entre le ressenti et l'observé. Et puis alors, oui, la indicatrice disait à raison qu'on avait travaillé sur les dépenses préengagées et que c'était un agenda de recherche intéressant. On a effectivement pas mal de publications où on regarde la différence qu'il y a dans ce poids des dépenses préengagées selon le niveau de vie, selon surtout le statut, encore une fois, locataire versus accédant à la propriété versus propriétaire ayant déjà fini de payer son logement.
C'est une différence essentielle. On a regardé aussi en fonction du lieu de résidence, campagne versus rural versus urbain, etc. etc. Donc, c'est un agenda qui a déjà été un peu défriché, en tout cas chez nous, par l'INSEE, je pense. Merci Florence et merci Jean-Luc. Donc, et maintenant, peut-être, je vais donner la parole à Raphaël Bertolon, qui, en tant que secrétaire national d'un grand syndicat de salariés, va nous donner aussi le point de vue un peu utilisateur de l'indice des prix. Raphaël, à vous. Merci beaucoup, je vous remercie de l'invitation. Bonjour à tous. Donc, je vais apporter un petit peu le point de vue de l'utilisateur sous forme un petit peu de retour d'expérience. Donc, je vais évoquer des choses qui ont déjà été abordées. Mais je voulais d'abord introduire un petit peu mes propos par une remarque un petit peu plus générale quant à la question posée par rapport à ce ressenti, parce que je trouvais que cette question interrogeait d'une façon plus générale le rapport entre l'individu et le collectif, en questionnant en quelque sorte notre capacité en tant qu'individu à accepter d'être représenté par un ensemble plus général. Et donc, cette question à laquelle nous, en tant qu'organisation syndicale, nous sommes souvent confrontés. Et donc, pour traiter cette problématique en fait, de ressenti à la CFE-CGC, nous y répondons par un souci d'être en proximité avec les salariés que nous représentons. Et cela s'applique bien évidemment dans le cadre des négociations sur les salaires, où l'indice des prix à la consommation est un petit peu, en quelque sorte, l'arbitre de ces négociations, le juge de paix. Et donc, pour ce faire, nous abordons l'utilisation de cet outil de mesure, tout d'abord en essayant de bien le comprendre, c'est-à-dire de savoir bien connaître son périmètre, savoir ce qu'il mesure exactement, et puis de le comprendre aussi du côté de la structure, c'est-à-dire appréhender sa composition et les différents poids qui sont affectés aux différents postes, qui sont issus des pondérations moyennes donc utilisées dans le budget des ménages, mais qu'on peut ajuster. Et donc, j'avais prévu de parler justement du fameux simulateur d'indice des prix personnalisé qu'on utilise et qui est proposé par l'INSEE. Sur la première remarque du périmètre, effectivement, l'indice des prix à la consommation, je dirais le terme important, effectivement, c'est consommation, et on l'oublie peut-être trop souvent, parce qu'on mesure l'évolution des prix et des biens, mais toutes les dépenses, bien évidemment, ne sont pas comprises dans l'indice des prix. Et donc, j'ai prévu d'illustrer avec le cas du logement, parce qu'effectivement, le locataire va avoir son loyer qui va être pris en compte, mais le propriétaire, ou l'accédant à la propriété, lui, son logement ne va pas être intégré puisque c'est considéré comme un investissement et pas comme de la consommation. Et c'est une notion qui, du point de vue du ressenti, n'est pas forcément toujours bien intégrée, et c'était déjà évoqué entre, effectivement, l'indice des prix n'est pas l'indice du coût de la vie. Et le prix d'acquisition du logement est quand même, on le voit, un marqueur fort, parce que c'est quand même l'achat qui compte dans une vie. Et si on regarde les différents chiffres, l'évolution de l'indice des prix qui est stable, donc les loyers, eux, sur les 12 derniers mois, qui ont augmenté de plus 0,2, ce qui correspond globalement, quand on regarde justement sur l'indice des prix personnalisé depuis 2000 à peu près à l'écart par rapport à l'indice des prix dans son ensemble. Et puis l'indice des prix du logement, qui lui est un autre indice qui est calculé par l'INSEE, a progressé donc de 5,5% sur les 12 derniers mois. Et cet écart, en fait, va jouer énormément dans cette perception, même si ça a été dit, et je vais nuancer les propos, parce qu'il y a une étude qui a été justement réalisée par l'INSEE, qui montre que dans le cadre de l'indice des prix, en fait, si on compare l'indice des prix du locataire ou l'indice des prix de l'accédant, il n'y a pas l'écart est très faible. Mais si maintenant on se place
passe vraiment du côté de la perception, l'écart, il va se situer de perception, il va se situer certainement surtout du point de vue de ceux que je vais qualifier de candidats à l'accession, parce que on se prépare longtemps à l'avance, hein, ce n'est pas un achat qu'on fait du jour au lendemain, donc on va certainement voir les prix monter, et c'est par ce biais-là, enfin, que va se manifester certainement ce décalage, alors que les locataires, bon, ils sont pris dans l'indice des prix, j'en ai parlé, il n'y a pas un écart très, très, très important. Puis je voulais également parler aussi des accédants, parce qu'eux, ils vont figer par un crédit l'acquisition de leurs biens. Et ils vont même être bénéficiaires, regarde ces dernières années, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ça c'est une particularité française, mais ils auront pu éventuellement renégocier leur crédit auprès de leur banque, ce qui va du coup leur procurer quand même quelque part un gain de pouvoir d'achat. Et finalement, quand on regarde les trois populations, entre les candidats à l'accession, les locataires et les accédants, on voit que la perception va être très différente, alors que dans l'imaginaire collectif, les gens vont quand même toujours percevoir cette perception de l'indice des prix de l'immobilier qui est, même pour les personnes qui sont éventuellement déjà propriétaires et ne sont plus concernées. Dans un registre un petit peu différent, toujours sur cette notion de perception entre individuel et collectif, je voulais aborder l'évolution aussi des cotisations sociales qui jouent un rôle dans cette perception, parce que on le voit bien que la hausse des cotisations sociales aussi pour la majorité des personnes, vont être perçues comme une diminution du revenu et une baisse du pouvoir d'achat, alors qu'en fait, ils sont, du point de vue collectif, une contribution à la solidarité sociale, hein, que ce soit pour la maladie, ou à la solidarité intercatégorielle, si on pense au chômage, voire intergénérationnelle dans le cadre de la retraite. Et sur le plan collectif, c'est bien un gain qui se traduit pour l'ensemble des participants et l'ensemble de la collectivité. Donc, là, je voulais parler du périmètre et des choses qui n'étaient pas toujours prises en compte dans l'indice. Et s'agissant par contre maintenant vraiment de la composition et ce qui rentre véritablement dans l'indice, c'est quelque chose que nous suivons attentivement dans la préparation des négociations salariales. Et donc, on va particulièrement être attentif dans la pondération qui va être affectée à chaque poste, parce que forcément, ça va dépendre du profil des salariés que nous représentons. Et c'est là où l'indice, l'outil de simulateur que met à disposition l'INSEE permet justement de pouvoir se rapprocher du ressenti, puisqu'on va pouvoir soi-même remettre les pondérations au bon niveau et recalculer son propre indice. Et il est bien évident qu'un salarié qui vit en province ne va pas avoir les mêmes, n'aura pas les mêmes accès aux transports en commun. Donc, on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes, il va être particulièrement sensible à une hausse, notamment des prix du carburant, ce qui va être complètement différent d'une personne qui vivra en ville avec un budget qui sera peu impacté par le carburant, mais pouvant utiliser les transports en commun. Et donc, ce simulateur de l'INSEE permet justement de pouvoir, je dirais, se rapprocher du ressenti et de pouvoir calculer un indice des prix plus proche de la réalité des groupes que nous représentons. Puis il y a un deuxième facteur qui a déjà été, qui est peut-être plus de l'ordre du psychologique, qui a déjà été abordé, hein, ce qu'on appelle les dépenses préengagées, qui par définition aussi ne sont pas arbitrables, hein, c'est le logement, le gaz, l'électricité, enfin les factures, la cantine, etc.
Et là-dessus, effectivement, il y a eu pas mal d'études de l'INSEE qui ont montré leur poids assez croissant au fil des années, hein, puisque c'est passé, aujourd'hui, c'est 30%, alors qu'en 1959, c'était que 12%. Et on le voit, la déformation, notamment, je pense au logement, qui a été multiplié par 2,5 fois. Donc, on voit bien cette déformation. Et puis, dernière notion aussi qu'on va appréhender pour notamment préparer les négociations, c'est un petit peu différente des dépenses préengagées, qui est celle de la sélection dans le simulateur des postes qui vont répondre aux besoins élémentaires, à savoir se nourrir, s'habiller, se loger, se chauffer, se déplacer, et donc de recalculer un indice des prix plus proche effectivement de ces notions-là. Alors, je fais juste écho par rapport à ce qu'a cité Jean-Luc Tavernier, parce que je me souviens qu'au moment des Gilets jaunes, il y avait une étude très intéressante justement sur le niveau de consommation entre justement les personnes selon qu'ils vivaient en zone rurale ou en zone et notamment sur Paris, enfin le Grand Paris. Et j'avais repris ces éléments-là et je m'étais aperçu que c'était un petit peu contre-intuitif, mais quand on reprenait véritablement les besoins élémentaires, qui allaient d'ailleurs même au-delà de l'indice des prix, hein, parce qu'il y avait même, je crois, les impôts, mais en niveau moyen, ben, on était sur des niveaux assez proches, en fait, alors qu'on aurait pu penser que sur Paris, vu le prix des logements, on aurait été très éloigné, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, en conclusion, enfin, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, les outils que mettait l'INSEE à notre disposition pour se rapprocher du ressenti existaient, mais qu'il fallait déjà bien comprendre le fonctionnement et pouvoir aussi bien connaître les clés de répartition du budget des personnes et des groupes de personnes que nous représentions. Voilà. Merci. Merci Raphaël Berthelon. Peut-être une question en vous écoutant, la question que je me posais, parce que vous dites qu'il faudrait peut-être aller dans le sens, enfin ce que fait d'ailleurs l'INSEE, met à la disposition les outils d'indices de prix, de mesure de l'inflation qui soient différentes selon qu'on est rural ou urbain, selon qu'on habite Paris ou en Corrèze. Comment, si on va dans ce sens-là, comment à ce moment-là, en termes d'indexation, par exemple pour les minima sociaux, pour le SMIC, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait une indexation différente selon qu'on habite en Corrèze ou selon qu'on habite à Paris? Et après, si on va dans cette direction, ça soulève pas mal de questions, y compris après sur le niveau de vie. Après, le coût de la vie en lui-même n'est pas le même aux deux endroits. Donc, comment vous voyez comment vous mettez en relation cette approche un peu personnalisée versus les indexations qui, elles, sont nationales? Oui, parce que en fait, ça a déjà été dit tout à l'heure. Enfin, l'indice des prix, c'est pas pour le SMIC par exemple, c'est pas l'indice des prix, je dirais général qui est pris, hein, mais c'est bien l'indice des prix alors que je ne dise pas de bêtises. Enfin, je parle sous le contrôle de. Oui, mais par exemple sur le plan géographique, il ne prend pas en compte la dimension géographique, quoi. Pas en compte la partie géographique. Donc là, c'est vrai que j'ai pas observé après si au sein de cette spécificité-là, la question géographique ensuite jouait. Là, je ne suis pas rentrée dans ce niveau de détail. Enfin, il faudrait d'abord regarder si ça joue pour avant lancer des travaux, me semble-t-il. Hein. Enfin, merci. Donc, avant de donner la parole à Emmanuel Combe, juste pour rappeler donc, à tous ceux qui nous suivent, qui peuvent, puisqu'on aura après une trentaine de minutes là, pour répondre à vos questions, donc de continuer à poser vos questions en ligne et pour pouvoir y répondre. Alors, maintenant, Emmanuel Combe, là, on a dit tout à l'heure, l'indice des prix à la consommation a fêté à plus de 100 ans. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est un peu à l'heure du digital, à l'heure du commerce en ligne, le fait qu'il peut y avoir maintenant des prix qu'on pourrait appeler à la tête du client ou qui ne sont pas les mêmes d'ailleurs selon qu'on achète le matin ou l'après-midi.
Est-ce que ça, dans ce monde-là, d'abord, quel problème ça pose? Est-ce que ça a encore du sens de mesurer l'inflation si l'inflation devient complètement individuelle, d'autant que, je parle sous le contrôle de Jean-Luc Tavernier, mais les rabais individuels ne sont pas pris en compte dans l'indice des prix. On prend seulement en compte les soldes là, qui s'appliquent à tout le monde, mais si je négocie une réduction de 10% quand j'achète une voiture, ça, l'INSEE ne va pas le prendre en compte, prend uniquement en compte le prix catalogue. Emmanuel? Merci Olivier, bonjour à tous. Je suis très heureux tout d'abord d'être invité à cette conférence de l'AFSE dans les cadres des GECO. Oui, je vais me situer un tout petit peu en amont du sujet qui est donc l'indice des prix à la consommation, puisqu'il faut s'interroger aussi, me semble-t-il, sur ce qui forme un prix. Et on sait qu'en économie, un prix est formé, pour faire simple, de 3 grands facteurs, l'intensité de la concurrence, la demande et les coûts. Et donc, je vais avoir une vision plus microéconomique, je dirais même sectorielle des prix, puisque l'indice des prix est ensuite la sommation de ces différents prix microéconomiques. Et je vais étudier, comme vous me l'avez suggéré, Olivier, l'impact finalement du numérique, qui est un mot un petit peu trop vague. Je vais plutôt me centrer sur le commerce en ligne, qui est une particularité du numérique, sur les prix. Et si vous voulez, je vais procéder en 2 temps. Je serai très bref, mais en 2 temps. Un premier temps, ce que l'on sait, parce qu'on l'a vu, parce qu'on l'a observé, et peut-être un temps plus prospectif et qui répondra directement à votre interrogation sur ira-t-on demain vers des prix personnalisés. Alors peut-être un premier temps, mais très très rapidement, ça peut, je crois, être utile pour la discussion. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde les études empiriques, qui sont surtout des études économétriques? Alors attention, ce sont des indices sur des secteurs. Après, est-ce qu'on peut généraliser à l'ensemble de l'économie? Je ne m'y risquerai pas. Alors ces études, elles portent sur 3 sujets. Premier sujet, assez bien documenté à la fois aux États-Unis et en Europe, c'est l'idée que le numérique, ça introduit une nouvelle forme de concurrence, avec des pure players qui ont souvent une structure de coûts fixes, donc qui ont des coûts marginaux plus faibles que les autres. Bref, on va avoir des baisses de prix. Également parce qu'on a ce qu'on appelle en économie, vous le savez, une réduction des coûts de recherche, grâce aux comparateurs de prix, grâce aux moteurs de recherche. On va finalement aller sur Internet pour comparer les offreurs. Et tout ça, normalement, ça devrait diminuer le pouvoir de marché des distributeurs, en particulier des distributeurs qui étaient, entre guillemets, immunisés de la concurrence parce qu'ils avaient un marché finalement un peu captif, un marché local. Alors que nous disent les études empiriques, très rapidement, on observe bien cet effet-là sur certains produits, en particulier l'assurance vie, les voitures d'occasion, les supermarchés. Une étude très intéressante, notamment sur Israël, assez récente, qui se traduit donc par des gains de pouvoir d'achat pour le client, dont il n'a pas forcément conscience parce que ce sont des gains de pouvoir d'achat one-shot, si j'ose dire. Mais n'oublions jamais le contrefactuel. Le contrefactuel, c'est quel serait le niveau des prix si on supprimait le numérique et si on supprimait Internet. Il y a une étude très intéressante, je le disais à l'instant, sur Israël, mais cette fois-ci, ce n'est pas l'impact des vendeurs en ligne, c'est l'impact d'une obligation légale, très intéressante d'ailleurs pour la France, consistant à rendre obligatoire l'affichage des prix pour tous les supermarchés sur Internet. On ne leur demande pas de vendre sur Internet, mais vous avez l'obligation de mettre tous vos prix en magasin sur Internet. Et que voit-on? On voit très rapidement en Israël un impact très fort sur les prix de l'ordre de -4, -5%, ce qui est tout à fait considérable quand on connaît les marges dans la grande distribution. Donc, premier effet, plutôt un effet à la baisse sur les prix. Alors, attention, n'allons pas trop loin. Ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des produits. Est-ce qu'ils sont différenciés, pas différenciés? Et on peut même, dans des cas très rares, mais ça existe, avoir paradoxalement des prix sur Internet transparents, donc, qui vont faire monter les prix, tout simplement parce que, grâce à la transparence des prix, les offreurs vont s'entendre, vont faire de la collusion. Alors, vous allez dire, c'est de la science-fiction. En fait, non, il y a une étude sur le Chili, où le gouvernement chilien a fait un peu la même chose qu'en Israël. Ils ont rendu obligatoire l'affichage des prix sur Internet. Et qu'est-ce que l'on voit paradoxalement? Une augmentation des prix via un effet collusif. Mais bref, en général, c'est plutôt un effet déflationniste. Second effet intéressant, non seulement un effet de baisse des prix, mais un effet d'uniformisation des prix dans l'espace, à l'intérieur d'un territoire. Et là, il y a une étude très intéressante d'un économiste qui avait d'ailleurs écrit son papier en 2018 pour, je crois, une réunion de la Fed, parce que ça va avoir un impact ensuite sur la mesure de l'inflation. Et il montre qu'en tout cas aux États-Unis, quand on regarde Walmart, le grand distributeur, on s'aperçoit que Walmart, finalement, fixe un peu des prix identiques dans tous ces magasins aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux effet Amazon. En quoi consiste-t-il? Les clients, même s'ils n'achètent pas sur Amazon, vont regarder le référentiel prix sur Amazon, ce qui fait que Walmart a beaucoup de mal à différencier ses prix
selon les localisations. Alors ça, vous le savez, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un point très important parce que pendant longtemps, dans la grande distribution, on a eu des prix qui s'adaptent à la concurrence locale, notamment au niveau de revenus des personnes qui habitent dans cette localité et également à l'intensité de la concurrence. Et puis un troisième effet, alors pardon, ce second effet est moins observé en Europe. Il y a des papiers très intéressants, peut-être parce que l'Europe n'est pas les États-Unis. On a encore des effets frontières et on ne peut pas dire qu'Internet ait conduit à une forme d'uniformisation des prix à l'intérieur du grand marché européen. Et puis un troisième effet, je pense qu'il intéressera directement nos auditeurs, et tout particulièrement vous, Olivier, c'est un impact potentiel, cette fois-ci, sur la volatilité des prix. Une étude aux États-Unis, toujours de Cavallo, nous montre que, en réalité, le numérique ferait varier plus fréquemment les prix, notamment chez les grands distributeurs physiques. L'explication est assez simple. À nouveau, les clients vont regarder les prix sur Amazon. Or, Amazon change très fréquemment ses prix, parfois même plusieurs fois par jour. Et donc, les distributeurs physiques vont avoir une fréquence des changements de prix beaucoup plus forte. Alors, vous le savez, ça, c'est quelque chose de très nouveau, me semble-t-il, dans la grande distribution, en tout cas, parce que pendant longtemps, on a eu une certaine résilience des prix, une certaine viscosité des prix, les fameux coûts de catalogue, les coûts de menu, enfin, je ne reprends pas tout ça. Et on voit bien que, potentiellement, il pourrait y avoir un impact non seulement sur la mesure de l'inflation, mais également sur la politique monétaire, puisqu'on sait qu'un des canaux de transmission de la politique monétaire, c'est aussi, en tout cas dans une problématique un peu keynésienne, une certaine viscosité des prix. Voilà, si vous voulez, pour les trois effets assez connus du numérique sur les prix. Alors, vous m'avez posé une question un peu différente, et je vais bien sûr y répondre, mais qui est pour moi assez prospective, et sur laquelle j'ai travaillé l'année dernière en publiant une note à la Fondapol qui est en accès libre. Hein. Je me suis posé finalement la question, mais est-ce qu'on ne pourrait pas, à l'inverse de ce que je viens de dire, réduction de la dispersion des prix, homogénéisation des prix, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, à l'heure du numérique, un effet complètement inverse, qui serait plutôt un effet de prix complètement différent selon les individus. Alors, ce que j'entends par prix personnalisé, c'est bien l'idée, attention, ça n'est pas du prix dynamique, ce n'est pas du yield management. Le yield management, c'est si vous et moi, Olivier, on se connecte au même moment sur le site d'Air France, on aura le même prix. Le prix personnalisé, c'est très différent, ça va beaucoup plus loin que du prix dynamique. C'est l'idée qu'au fond, je vais prendre comme critère de fixation de prix votre propre capacité à payer. Pour les économistes, on connaît ça par cœur, ça s'appelle de la discrimination du premier degré. Au fond, on arriverait dans un univers qui est peut-être un cauchemar, hein, peut-être pas un cauchemar, on en discutera, où à la fin, finalement, il y aura autant de prix pour le même produit qu'il y a de clients. Alors pourquoi ? D'abord, c'est techniquement possible. C'est techniquement possible pour une raison assez simple, on la connaît tous, hein, c'est qu'à l'heure du numérique, à l'heure du digital, on laisse des traces involontaires, des cookies, ou bien volontaires, quand on se logue avec son compte, par exemple, Facebook. Et donc, par recoupement des données, on peut assez facilement dresser un portrait robot de celui qui utilise son adresse IP. On peut identifier ses goûts, ses centres d'intérêt et donc sa willingness, sa disposition à payer. Et donc, technologiquement, moi, il me semble qu'on peut tout à fait aller vers ce monde dans lequel, finalement, il y aurait dans l'avion, pour reprendre l'exemple de l'avion que prenait Jean-Luc tout à l'heure, non pas des prix dynamiques, mais autant de prix qu'il y a de clients dans l'avion. Alors, ça peut paraître de la science-fiction. Oui et non. Oui, en ce sens que quand on regarde les études empiriques, pour l'instant, on n'a pas de preuve directe de prix personnalisé au sens strict. Vraiment au sens strict, deux personnes qui se connectent avec deux adresses IP sur le même site Internet au même moment ne se verraient pas proposer pour le même produit le même prix. On n'a pas de preuve directe de ce type de comportement. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que ça n'est pas une tentation ? Et on le sait, en économie, il y a mieux que le monopole. Hein. Mieux que le monopole, c'est le monopole qui discrimine, parce que quand vous faites des prix personnalisés, vous gagnez deux fois. D'abord, pour ceux qui achetaient déjà votre produit, je vais prendre un exemple pour nos auditeurs, hein. Si la tablette de chocolat est à 3 € pour tout le monde, ce n'est pas très malin, puisqu'il y a peut-être une personne qui est prête à payer 6 €, soit parce qu'elle est très riche, soit parce qu'elle adore le chocolat. Donc, je vais avoir un effet marge. Je vais lui faire payer plus cher. Puis, j'ai un second effet qu'on oublie trop souvent, et peut-être qu'on aura une discussion là-dessus, c'est que la discrimination, on le sait bien en économie, ça peut être une très bonne nouvelle, car celui qui n'a que 2 €, qui n'est prêt à payer que 2 € pour la tablette de chocolat, je ne vais pas lui faire payer 3 €. D'ailleurs, il n'aurait pas acheté. Je vais baisser le prix. Donc, je vais élargir la taille du marché. Donc, j'ai gagné deux fois. J'ai gagné sur la marge et j'ai gagné sur les volumes. Donc, on a pas mal de simulations qui ont été faites, notamment sur Netflix, qui montrent que si Netflix
pratiquait des prix à la tête du client. Un Netflix dispose à peu près de 5000 variables sur chaque consommateur. Elle augmenterait, tenez-vous bien, ses profits de l'ordre de 12%. Donc, il y a une tentation très forte. Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Et ça rejoint notre débat sur la perception de l'inflation, parce que c'est très, très mal accepté pour l'instant de la part des consommateurs. Pourquoi? Alors là, ça nous renvoie un peu vers la psychologie économique, vers les fameux biais psychologiques. Il y a un sentiment très fort de justice des consommateurs. Il y aurait l'idée que finalement, deux clients qui achètent la même tablette de chocolat, l'un va la payer 6 €, l'autre 3 et l'autre 2, et ça, c'est unfair. À vrai dire, ce n'est pas si unfair que ça, c'est surtout unfair pour celui qui a payé cher, car on a une aversion qui est en fait asymétrique à l'inéquité. On n'aime pas se faire avoir, mais que les autres se fassent avoir, ça n'est pas forcément notre problème. Donc il y a un sentiment, des enquêtes, il y a eu pas mal de simulations qui ont été faites en économie comportementale qui montrent que les clients accepteraient très très mal cette idée qu'ils ont payé un prix finalement sans repère. Ça aussi c'est très important dans l'idée de l'inflation, dans l'idée du prix, il y a l'idée qu'il y a un prix de référence à partir duquel je vous fais une remise. Ce n'est pas la même chose de dire à un client, vous allez payer 6 € la tablette de chocolat, et lui dire le prix normal est 8 € et je te fais une promotion de 2 €. Le prix normal étant un référentiel. Bref, les entreprises, à mon avis, en rêvent. Il y a une étude de l'OCDE très intéressante là-dessus qui montre qu'en fait, ça serait la situation idéale pour à la fois les profits, peut-être pour le bien-être, mais ne le font pas. Alors, est-ce que ça veut dire pour autant que ce dont je viens de vous parler, c'est simplement de la science-fiction et que finalement, je vous ai parlé d'un truc qui m'amusait et qui n'avait aucun impact? Je pense qu'en réalité, vous l'avez dit, Olivier, les entreprises font un petit peu du prix à la tête du client, du prix différencié, mais de manière subtile, de manière qui soit acceptable socialement. Et j'en terminerai là. Plusieurs exemples. Le premier, vous l'avez donné, Olivier, ce sont les coupons. Les coupons ciblés. On s'aperçoit que certains vont recevoir un coupon, tandis que d'autres ne vont pas recevoir ce coupon. Or, on est bien d'accord, à la fin des fins, il y en a bien un qui aura payé finalement moins cher. Donc, le coupon ciblé, c'est une pratique qui tente à se répandre. Les frais annexes qui sont différenciés. Je vais mettre le billet d'avion au même prix, au même instant pour deux personnes. Simplement, une des personnes paiera des frais annexes et pas l'autre, car juste avant, elle est allée sur un comparateur de prix, ce qui a révélé qu'elle était assez sensible au prix. Troisième exemple, je vais faire un affichage des résultats d'une requête différente selon les clients, ce qu'on appelle le price steering. Deux personnes vont chercher la même destination sur le même site internet au même moment, ils n'auront pas le même ranking des hôtels. Vous me direz, Olivier, rien n'empêche l'internaute de changer le ranking. L'expérience montre que vous réservez en général sur la première page. Je peux faire du versionning, je vais faire croire que les produits ne sont pas tout à fait les mêmes. Une trottinette rose, ce n'est pas la même couleur qu'une trottinette bleue, alors que ça coûte exactement la même chose. Je peux aussi faire des enchères de prix, proposer au client de fixer lui-même le prix. Donc, cette dimension ludique et participative rendra plus difficile ensuite la contestation. Voilà, j'en ai presque terminé. Mot de la fin, est-ce qu'il faut s'inquiéter forcément si demain, on va vers des prix personnalisés? C'est vrai que le sentiment du consommateur, je l'ai dit tout à l'heure, c'est plutôt un sentiment très négatif. Attention à ne pas oublier quand même un point potentiellement positif, c'est l'idée que le prix personnalisé permet aussi de cibler des populations qui ont une faible disposition à payer et qui parfois sont des personnes à faible revenu. Voilà, donc il ne faut pas forcément condamner cette notion de prix personnalisé, même si je le répète, pour l'instant, elle reste, à mon avis, plutôt de la science-fiction au sens strict. Elle existe de manière subtile, de manière indirecte, et ça pose, je pense, pour le coup, Jean-Luc peut-être nous en parlera, un problème, me semble-t-il, pour les instituts statistiques de mesure, c'est de savoir finalement ces moyens indirects, est-ce qu'on arrive à les identifier? Les fameux coupons personnalisés dont vous parliez, Olivier, ce qui concerne 1%, 10%, 15%, et tout cela est assez opaque. Voilà, j'ai été déjà trop long. Merci beaucoup de votre attention. Merci Emmanuel. Et donc, on va commencer, parce qu'il y a déjà pas mal de questions. Si tout le monde peut se mettre couper son micro. Emmanuel, peut-être couper le micro. Mais il y a déjà pas mal de questions. Alors, il y a une première question, justement, qui vient d'être posée là pour Emmanuel. C'est juste une question là qui s'adresse un peu au vice-président de l'autorité de la concurrence. C'est un peu quel est le cadre juridique et qu'est-ce qui est autorisé ou pas en matière de tarification personnalisée, en matière de discrimination. Est-ce que vous pouvez répondre là brièvement juste à cette question un peu informative sur ce point-là?
Alors, les prix personnalisés, d'abord, ils n'existent pas en tant que stricto sensu. Ils pourraient, je dis bien ils pourraient, avec un gros conditionnel, être appréhendés sous l'angle de l'abus de position dominante uniquement. En d'autres termes, une entreprise qui serait dominante sur son marché en profiterait pour discriminer les clients et on pourrait considérer que c'est ce qu'on appelle un abus d'exploitation. Attention, il faudrait faire la preuve que cet abus d'exploitation, j'y reviens, se fait au détriment aussi du bien-être. Or, on l'a dit, la discrimination peut permettre aussi d'élargir le marché. Il y a un autre sujet implicite dans cette question qui est le sujet des prix excessifs. Vous le savez peut-être, en droit de la concurrence, une entreprise en position dominante peut être poursuivie, cela peut paraître étonnant, dès lors qu'elle pratique des prix entre guillemets excessifs. Toute la question est de savoir à partir de quel moment un prix devient excessif. Donc pour répondre à la question, oui, la discrimination pourrait être poursuivie au titre de l'abus de position dominante. Je n'ai pas connaissance à ce stade de telle poursuite. Merci. Alors, il y a pas mal de, si on reste un peu sur commerce en ligne, il y a pas mal de questions, et là peut-être pour Jean-Luc Tavernier, il y a pas mal de questions autour de la mesure des prix dans le cadre du commerce en ligne. Donc, comment est-ce qu'on fait? Il y a une question qui est de dire aussi, mais comme Amazon ne publie pas un peu la répartition de ses ventes, comment vous faites pour, après, pour calculer un peu les pondérations sur les ventes d'Amazon? Donc, un peu la question pratique sur déjà, est-ce que l'INSEE prend en compte le commerce en ligne et si oui, comment et comment fait-il avec des informations qui ne sont pas toujours publiques? Oui, j'ai oublié de dire que dans nos relevés de prix dématérialisés, il y avait des relevés de prix uniquement pour tenir compte du e-commerce, avec des pondérations qu'on a à travers nos enquêtes. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait que ce qui nous préoccupe là, c'est l'indice d'inflation. C'est donc ce qui nous préoccupe, ce sont les biais qu'on a sur les variations de prix. Tout ce qui est un problème de mesure de niveau n'est pas un problème pour l'inflation. Par exemple, ne pas prendre en compte les coupons personnalisés, comme dont tu parlais, Olivier, dont Emmanuel parlait également. Ce n'est pas un problème si ces coupons gardent une part fixe dans l'activité de promotion des enseignes de la grande distribution. Si jamais elles venaient à dériver, alors là, on va avoir un biais sur l'inflation elle-même. Je voudrais bien insister sur ces problèmes d'écart, de mesure de niveau versus mesure de la dérivée première qu'est l'inflation. Et au demeurant, je voudrais aussi sur ce sujet-là vous dire qu'à travers les données de caisse, on va pouvoir avoir des informations nouvelles qu'on va exploiter sur le comportement de promotion éventuellement personnalisé des enseignes de la grande distribution qu'on ne pouvait pas avoir effectivement à travers les relevés de prix dans les magasins. Voilà. Avant de passer, alors ça ne vous étonnera pas, il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la prise en compte du logement, mais peut-être en restant un peu sur les achats en ligne, je voudrais peut-être poser une question la plus historique à Florence Janicatrice, parce que là, on parle du commerce en ligne, mais il y a eu depuis 1913, il y a eu pas mal, il y a eu par exemple le passage du petit commerce à la grande distribution. Est-ce que le type de débat que l'on a aujourd'hui autour des effets du commerce en ligne, est-ce qu'il y a eu autour de la mesure des prix, ce type de débat aussi avec le développement de la grande distribution, et comment vous voyez un peu, y compris sur le commerce en ligne, ce type de débat, et notamment sur les prix personnalisés? Si vous me donnez la parole, je ne vais sans doute pas tout à fait répondre à votre question, mais je vais en poser une autre, mais je vais quand même essayer. Je connais sans doute… Brièvement. Oui, je connais sans doute nettement moins j'ai moins la réponse que ne pourrait l'avoir Jean-Luc Tavernier, qui est au sein même de la maison INSEE. Il y a eu énormément de prises de position en matière de controverse des grands distributeurs eux-mêmes qui sont intervenus à la fois sur le débat autour de la mesure de l'inflation. On pense à la polémique autour de Michel-Édouard Leclerc, ou peut-être ça vous a échappé, mais aussi nous avons eu un ministre qui pendant 2 ans a créé son propre chariotype entre 2005 et 2007 pour contrecarrer quand même l'indice de l'INSEE, qui est quand même assez étonnant, et qui montre bien quand même que la perception peut-être qu'on a de ces biens qu'on achète tous les jours ne rend pas forcément compte non plus de l'ensemble de l'inflation
même si les tendances en évolution peuvent être les mêmes. Non, mais moi, je voulais poser une petite question, je ne sais pas si elle viendra dans le débat, et peut-être qu'il ne faut pas y répondre maintenant, mais puisque j'ai le sentiment que je suis peut-être la seule à penser que les choses en matière de l'inflation et surestimée sont plus compliquées que ça, si on a une inflation quasiment nulle et que, selon les économistes dominants, l'inflation serait vraiment surestimée, on serait donc en forte déflation. Alors, que fait la Banque de France, que fait la BCE si on est aujourd'hui en véritable déflation? Peut-être je vais répondre à cette question et je vais en profiter. Il y a d'autres questions aussi qui s'adressent peut-être un peu au banquier central, enfin de différents ordres. Il y avait aussi une question à laquelle je vais répondre brièvement. Il y avait une question, la courbe de Phillips est-elle encore d'actualité? Et puis il y avait aussi une question un peu sur le rôle de la politique monétaire sur l'anticipation des prix par les ménages. Alors, sur la question posée par Florent Génicatrice, comme vous le savez, l'objectif de la Banque centrale européenne, c'est d'avoir une inflation qui soit inférieure, mais proche de 2%. Il y a d'ailleurs, par rapport à cet objectif, il y a depuis donc Christine Lagarde, lorsqu'elle est arrivée à la tête de la Banque centrale européenne, a décidé de lancer une revue stratégique sur la politique monétaire. Donc, dans le cadre de cette revue, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler pour revoir s'il faut adapter ou non cette définition, avec l'idée notamment que ce qui a été dit par les banquiers centraux, c'est que notre objectif d'inflation devait être symétrique autour de ce inférieur mais proche de. Donc, on travaille là-dessus. Alors, par rapport plus précisément sur la question de Florent Génicatrice, aujourd'hui, on a une inflation, alors c'est vrai, qui est aux alentours de zéro, ou légèrement positive. Alors, il y a des facteurs qui sont temporaires, qui jouent pas mal. Il y a eu la baisse du prix de l'énergie. Il y a par exemple une baisse de TVA en Allemagne qui pousse pas mal. Et comme vous le savez aussi, lorsque j'ai dit inférieur mais proche de 2%, on dit sur le moyen terme. C'est-à-dire l'idée n'est pas de viser à être en permanence proche de 2%, mais il peut y avoir des fluctuations liées par exemple au prix de l'énergie. Mais ceci dit, du point de vue de la Banque centrale européenne, aujourd'hui, l'inflation est trop basse. Donc, c'est pour ça que nous menons une politique ultra accommodante qui nous a conduit à faire des choses que l'on n'avait pas connues, d'ailleurs, d'histoire de banquier central, avec des taux d'intérêt négatifs, avec des achats massifs de titres. Et donc, on a dit, tant que l'inflation, les perspectives d'inflation, donc toujours dans un raisonnement de moyen terme, ne reviendraient pas au voisinage de 2%, on continuerait à mener cette politique. Donc voilà comment, c'est vraiment derrière, pour répondre à votre question, c'est bien parce que l'inflation est trop basse aujourd'hui par rapport à notre objectif que nous menons ce type de politique. Alors, il y avait une autre question brièvement là qui était plus d'une étudiante sur la courbe de Phillips, est-elle encore d'actualité en France et en Europe? Je dirais oui, mais la pente, ce qu'on appelle la pente de la courbe de Phillips, c'est-à-dire la sensibilité de l'inflation au taux de chômage, par exemple, elle a diminué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la même sensibilité à l'activité de l'inflation. Et deuxièmement aussi, la courbe de Phillips, il y a davantage, dans le langage des économètres, il y a davantage de résidus. Donc, il y a d'autres facteurs qui jouent. Et notamment, ça renvoie à la dernière question qui était un peu, là, du point de vue politique monétaire, la question sur les anticipations d'inflation. On évoquait dans la question, il y avait même le mot, ce qu'on appelle dans notre jargon, la forward guidance, c'est-à-dire les indications sur sa politique monétaire future que donne la Banque centrale. Les anticipations d'inflation jouent un rôle très important. Il y a un débat aujourd'hui chez les banquiers centraux et en liaison avec les économistes, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas eu un décrochage des anticipations d'inflation, c'est-à-dire que pendant longtemps, les ménages, les entreprises étaient plutôt avec des anticipations d'inflation autour de 2%, ayant vu pendant pas mal de temps une inflation sensiblement plus basse. On le voit bien dans les négociations, par exemple dans les négociations salariales. Aujourd'hui, les entreprises raisonnent plutôt souvent avec une inflation zéro. Donc, il y a ce qu'on appelle dans notre jargon un désancrage des anticipations par rapport à 2%, et donc qui peut jouer. Donc, c'est pour ça qu'il est d'autant plus important de réaffirmer quel est notre objectif. Donc là, je termine un peu sur la partie politique monétaire. Donc je reviens, puisqu'il y a eu beaucoup de questions sur ces thèmes-là, et ça ne vous étonnera pas, et peut-être à la fois pour Raphaël Bertolon, là, du point de vue des utilisateurs, et puis pour Jean-Luc Tavernier, sur un peu, peut-être en commençant par Jean-Luc, sur comment
prendre mieux en compte le logement dans la mesure de l'inflation. Donc, il y a pas mal de questions qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas en compte le prix d'acquisition des logements? Et qui est pas mal aussi, il y a des questions qui disent, pour moi, mon pouvoir d'achat, c'est entièrement équivalent à mon pouvoir d'achat immobilier, et surtout pour les jeunes. D'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas différencier selon l'âge, selon la région? Et puis des questions, comment la proportion de la part du logement a-t-elle évolué dans le temps, dans le calcul de l'indice? Donc peut-être, Jean-Luc, si tu peux expliquer pourquoi, là, du point de vue, en tout cas, des instituts de statistiques, là, vous ne prenez pas en compte le prix d'acquisition du logement, vous prenez seulement en compte les loyers et éventuellement les équivalents loyers pour les propriétaires occupants, par exemple en comptabilité nationale. Et puis peut-être du côté Raphaël Bertolon, le point de vue sur ce qu'il faudrait peut-être, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour répondre à ces attentes là, du point de vue utilisateur. Jean-Luc? Merci Olivier. Oui, alors bien sûr, le problème de la hausse des prix du logement, le problème social que pose la hausse des prix, notamment dans les métropoles, pas seulement Paris, mais dans les métropoles, sur le niveau de vie des primo-accédants est un vrai problème qu'on a bien identifié et sur lequel on a un certain nombre de publications. Et je parlais par exemple de la différence qu'on faisait sur les dépenses préengagées. Dans les dépenses préengagées, on ne met pas que de la consommation, on met aussi les remboursements d'emprunts qu'on a au titre de l'acquisition lorsqu'on est encore en phase d'acquisition. Et donc, on voit bien que ces dépenses préengagées, elles sont croissantes, Mme Berthelon l'a dit, et sur la tendance longue, mais aussi elles sont très hétérogènes d'une catégorie de ménage à l'autre, et elles sont très importantes pour ceux qui sont dans cette phase de primo-accession en dépit de la baisse des taux. Donc ça, c'est bien quelque chose qu'on commande dans les commentaires de niveau de vie, mais qui ne relève pas, encore une fois, de l'indice des prix à la consommation. Les mots ont un sens. L'acquisition de logements n'est pas de la consommation. Et on peut décider d'avoir des mécanismes d'indexation qui tiennent compte des prix du logement, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais ça ne doit pas conduire à confondre les choses, les agrégats. L'achat de logement n'est pas de la consommation et on a à disposition de tous les utilisateurs un prix d'acquisition des statistiques sur les prix d'acquisition du logement, bien évidemment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste. Au demeurant, quand même, je parlais de la baisse des taux d'intérêt. Il faut bien avoir en tête, et là aussi il y a un certain nombre d'études, que si on prend en compte l'allongement de la maturité d'emprunt et de la baisse des taux d'intérêt, ce qu'on rembourse chaque mois n'a pas cru aussi vite, bien loin de là, que les prix du logement. Et n'a pas forcément la même dérive. Et donc, si on prend en compte vraiment le coût que représente le logement chaque mois pour un ménage, on va trouver que ça augmente moins vite que facialement le prix du logement lui-même, du fait de la baisse des taux et de l'allongement des maturités d'emprunt. Voilà. Du point de vue du producteur. Raphaël, du point de vue de l'utilisateur? Oui, utilisateur. Alors, enfin, je voulais juste effectivement, enfin, rappeler aussi que, enfin, le fait de participer aux échanges dans le cadre du CNIS, on apprend effectivement que les statistiques sont quelque chose de normé, donc on va peut-être pas forcément pouvoir les changer comme ça, et on va pas pouvoir changer l'indice du prix à la consommation. Par contre, effectivement, la notion de coût de la vie, peut-être d'un nouvel indice, ou qui reprendrait aussi les dépenses contraintes et les dépenses aussi vraiment indispensables pour pouvoir vivre, sont me semble-t-il, des pistes à explorer, mais enfin, je dirais qu'il y a déjà pas mal de publications de l'INSEE, mais c'est des pistes parce que de toute façon, enfin, on sait que l'indice des prix à la consommation, on va pas pouvoir le changer, hein. C'est quelque chose de normé, donc il faut trouver quelque chose de nouveau, me semble-t-il.
il y a l'indice des prix, justement, j'en ai parlé, là, du logement qui est fourni par l'INSEE, qui donne un éclairage. Et puis peut-être construire voilà, un indice du coût de la vie, comme ça a été évoqué tout à l'heure. Une question là plutôt pour Emmanuel Combe, là pour revenir un peu au monde que nous a décrit Emmanuel Combe, de prix complètement personnalisés. Dans ce monde-là, est-ce que ça aurait encore du sens de mesurer un indice des prix à la consommation si tous les prix étaient personnalisés et donc après, il y a même la question, qu'est-ce qui se passerait en termes, est-ce que les indexations aussi auraient encore du sens? Alors ça, il faut plutôt demander à Jean-Luc, mais la réaction spontanée de l'économie, c'est même une question, un problème en amont. C'est pourrait-on même mesurer, prendre la mesure de ces prix? Tout simplement parce que dans prix personnalisé, il y a bien l'idée que le prix est fixé au moment même où je me connecte. Donc, il y a un problème de collecte des prix. Quand Jean-Luc nous disait tout à l'heure, les inspecteurs vont dans un magasin physique, le prix est observé. Alors, certes, il peut changer, mais il est observé. Il y aurait même, à mon avis, un problème en amont qui est peut-on connaître ces prix? Et j'en ai peut-être pas parlé tout à l'heure, il y a quand même une grande incertitude sur les prix personnalisés. Je disais qu'ils n'existent pas. C'est pas tout à fait vrai. À mon avis, ils existent sur certains services. Prenez un exemple très clair, l'assurance. Une assurance, c'est un peu normal, elle est par nature personnalisée en fonction de votre degré de risque, sauf que ce degré de risque, c'est un degré de risque qui est appréhendé au travers de critères qui sont objectivés. Votre âge, vos antécédents, éventuellement médicaux, etc. Rien n'empêche demain, surtout si les garde-fous ne sont pas très solides, qu'on ait des prix personnalisés qui prennent en compte des variables dont on ne connaît pas forcément la signification, ce qui veut dire qu'une personne pourrait très bien se voir proposer une police d'assurance, et ça ne pourrait pas être, à mon avis, appréhendable par la statistique, en tout cas difficilement, puisque par définition, le propre du personnalisé, c'est qu'il y aurait autant de prix qu'il y a de consommateurs, c'est-à-dire 68 millions de Français, si je prends le cas de la France. Donc je pense même, avant même de se poser la question, peut-on prendre la mesure de l'inflation, enfin, comment évoluerait l'inflation? Je pense qu'il y a un problème de collecte des données, mais je me tourne vers Jean-Luc, qui a peut-être qui a une plus grande expertise que moi sur cet aspect mesure. Le métier de statisticien, c'est l'agrégation de données individuelles pour avoir des agrégats. Hein. Est-ce que tu les observerais? Comment ferais-tu pour observer un prix qui, par définition, n'est pas affiché, puisqu'il est dans une interaction? Sur le principe, c'est parce que les prix sont individualisés que l'indice des prix ou l'inflation au moins de sens. Et fait déjà, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans les entreprises, dans les services qui passent au management, on fait des agrégations de prix. Pardon, Jean-Luc, je peux t'interrompre? Oui, bien sûr. Oui. Comment aurais-tu accès au prix qui m'a été fait à un instant donné? Le problème, c'est un problème de collecte. Moi, par exemple, ce qui me préoccupe beaucoup, puisqu'on fait de la collecte dans ces cas-là assisté par robot, typiquement. Donc, si le comportement qu'on a sur Internet, le comportement de recherche, je disais tout à l'heure, si on va d'abord à un comparateur de prix ou si on fait plusieurs recherches successives dans un secteur, le vendeur modifie son prix en fonction du comportement de recherche sur Internet, alors là, notre robot, il est mal parti. Et on fait attention à ça, du reste, dans la collecte des prix sur les transports aériens, hein, parce que c'est un problème qui peut éventuellement se poser. Donc là, il faut qu'on fasse très attention du point de vue de la collecte à trouver le bon instrument, mais on s'adaptera comme on l'a toujours fait. Ce qui est vrai, c'est que quand on a l'impression, et j'ai déjà dit ça dans une conférence de CNIS, que le numérique, en dématérialisant, rend le travail des instituts statistiques facile et permet peut-être de réduire ça commerce, on a le numérique, c'est d'abord pour nous une complexité accrue. On ne vous entend plus. On t'entend pas. Peut-être Emmanuel, il faudrait qu'Emmanuel coupe son micro. Non, ça va, ça marche maintenant? D'accord. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Mais peut-être, comme l'heure est en train, là, il nous reste plus que 2 ou 3 minutes. Ce que je voudrais, c'est peut-être pour conclure, c'est peut-être revenir sur et si tu peux couper ton micro, Jean-Luc, peut-être pour revenir à la question que posait Frangénie Catrice, là, qui était de dire finalement, est-ce que c'est finalement le statisticien qui doit, dans le problème d'écart de perception entre l'utilisateur et le producteur, est-ce que c'est le producteur qui finalement
doit essayer de se rapprocher de l'utilisateur ou est-ce que c'est l'utilisateur qui doit s'adapter au baromètre? Et peut-être, donc, juste rapidement, chacun, si vous pouviez, en 30 secondes chacun, dire soit du point de vue de la pédagogie sur l'indice des prix, soit de la mesure à prendre pour finalement essayer de réduire cet écart de perception entre les deux. Donc, je commence peut-être par Florence, comme celle qui a posé la question. Je vais peut-être lui tendre le défi de répondre, et puis ensuite Emmanuel, Raphaël et Jean-Luc. Compliqué, mais il est vrai que quand on se fixe dans un cadre un peu théorique qui prend un comportement rationnel du consommateur, ça pose des tas de questions de savoir si c'est à l'individu de se rapprocher dans sa perception de ce qui est attendu de lui s'il était totalement rationnel. C'est quand même ça qui est attendu. Si on pousse au bout ce qui est en train de devenir le coût de la vie, l'indice du coût de la vie, qui est en fait l'indice des prix à la consommation. Donc moi, je ne peux pas répondre à cette question toute seule, mais en tout cas, il y a une sorte de performativité. Là, mais concrètement, si vous aviez concrètement une chose concrète à faire pour à modifier dans l'indice des prix, ça serait quoi? C'est ne plus prendre en compte les ajustements qualité? C'est quoi? Je ne suis pas statisticienne, donc on ne me demande pas de dire quoi que ce soit, mais c'est vrai qu'en tout cas, sur la question de la qualité, essayer d'avoir un avis un petit peu plus pluriel, réinjecter du pluralisme dans l'expertise, enfin, toutes les choses que je dis d'habitude. J'en profite quand même pour ajouter un petit point parce que vous m'avez pas. Le temps, on est un peu. Malheureusement, on n'est pas dans un dialogue, mais quand même, je dis quelque chose. C'est que quand vous nous dites le quantitative easing, on continue tant qu'il n'y a pas d'inflation. La question, c'est pourquoi est-ce que le quantitative easing n'amène pas d'inflation? Et donc peut-être qu'il faut aussi s'interroger à la fois sur les. Il y a une autre tableau au GECO, il y a une autre table ronde, je crois, qui évoque un peu les questions. Là, c'est pas tout. On n'est pas sur le sujet politique monétaire. Emmanuel, peut-être un point, une proposition concrète? Alors, juste un mot, je communiquerai simplement davantage sur le pouvoir d'achat que sur l'indice des prix. Là, ce qui intéresse les Français, c'est bien le pouvoir d'achat. Hein. Et pour le coup, je trouve qu'on ne communique pas assez sur le fait qu'il y a des gains invisibles. D'abord parce qu'ils sont diffus, qui sont liés à la concurrence et notamment au numérique, et notamment des hausses de prix qui sont évitées. Hein, j'entends ce que dit Jean-Luc, il ne faut pas confondre l'inflation qui est une variation et un niveau, sauf que grâce à la concurrence et grâce au numérique, vous avez des effets inflationnistes qui sont durablement évités. Voilà, donc je communiquerai davantage sur cet aspect un peu invisible qui est, grâce notamment au numérique, on a des effets qui sont potentiellement, sinon des inflationnistes, en tout cas qui évitent des hausses de prix. Raphaël Berthelon. Oui, ben, ça serait peut-être un indice du coût de la vie qui serait plus en proximité et qui permettrait aussi de sortir, d'être prisonnier de la norme statistique et de pouvoir prendre en compte toutes ces dépenses qui ne sont pas prises en compte dans le cadre de l'indice des prix. Jean-Luc Tavernier. Oui, du point de vue du producteur, moi je pense qu'il faut rester ferme. Et notamment la pédagogie, peut-être aussi sur les aspects explications. J'allais dire le mot. Il faut rester ferme sur les principes et bien distinguer les prix des volumes. Et là, il y a des principes. Et il faut faire preuve de pédagogie, multiplier les instruments. J'en profite pour faire la publicité d'un nouvel instrument pédagogique qu'on a créé à l'INSEE depuis le début d'année, qui est un blog avec des papiers de blog. Et il y aura du reste très prochainement un papier de blog signé par Didier Blanchet, directeur des études, synthèse économique, qui adressera exactement cette question, le logement dans l'indice des prix. Donc, on fait preuve d'un maximum de pédagogie, et puis on est aidé en cela par quelques auteurs à succès qui font commerce de contestation et voire de complotisme, de théorie du complot. Donc, en leur répondant, on est bien obligé de faire preuve de pédagogie. Mais je pense que c'est ça l'essentiel pour nous. L'enjeu, c'est de faire de la pédagogie et de bien considérer, bien sûr, de parler du pouvoir d'achat. On le fait, je pense, abondamment. C'est peut-être sur la question du coût de la vie de bien mettre en avant, je pense, moi je suis assez sensible à la question panier minimal. Il y a pour définir un seuil de pauvreté, il y a ce qu'on utilise qui est 60% du revenu médian, hein, qui est la norme internationale, 60 ou 50% selon les cas. Et puis, il peut y avoir des choses qui sont un peu différentes, qui essayaient de faire un panier de la concertation sur un panier qu'on considère comme minimal, à condition de le faire avec rigueur. Et là, il y a sans doute matière à avancer. Bon, pour le reste… Je t'interromps parce que l'heure est en train, on a débordé un peu de l'heure. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, je crois, sur cette partie, en tout cas, notre débat aujourd'hui
visait justement, là, dans le cadre des journées de l'économie, je crois que c'est un des objectifs de ces journées, et puis dans le cadre aussi de la FSE, c'était bien de faire de la pédagogie sur ce sujet, je crois, où il y a un besoin d'explication, qui est aussi bien du côté de tout le monde, je crois, des banques centrales, des instituts de statistiques, des syndicats professionnels ou de salariés, des universitaires. Et donc, j'espère en tout cas que ce débat a contribué à éclairer tous ceux qui nous ont suivis. Et donc, merci encore. Et donc, je vous invite à poursuivre au cours des jours qui viennent, là, à écouter ces débats des journées de l'économie, en rappelant d'ailleurs que la Banque de France est un partenaire de longue date des journées de l'économie, comme l'est d'ailleurs, je crois, aussi l'INSEE. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Merci à tous. Bonne soirée. Merci à tous les intervenants. Bravo à vous.